Retour à question d'actualité sur les ondes de Radio-VM en compagnie de Jean-Philippe Trottier. Alors, on le voyait inoxydable à un point tel qu'on pensait que le communisme tropical de Fidel Castro était devenu permanent. Avec la Corée du Nord sous la botte de Kim Jong-un, Cuba était un des derniers pays communistes de la planète. Son décès a secoué le monde entier, un monde partagé entre répulsion et adulation. Que retenir alors des années Castro? Cuba va-t-il mieux ou pire que dans les années 50? Le point avec Simon-Pierre Savard-Tremblay, sociologue et essayiste et aussi chroniqueur ici. Bonjour Simon-Pierre. Bonjour. On fait la chronique en espagnol ou en français? Ça va être mieux en français, je pense. En français, on va faire ça en français. Si vous voulez, une autre fois, on pratiquera en espagnol la prochaine fois. Alors justement, on s'était dit, écoutez, ça va prendre beaucoup de pratique. Quoique le cubain, c'est différent aussi. Oui, dites-moi, Simon-Pierre, depuis le 1er janvier 1959, accession de Fidel Castro au pouvoir à Cuba, on pensait que, il est sorti de la vie politique, son frère Raoul l'avait remplacé, mais il ne mourait pas, puis il restait là, il flottait tout le temps, de temps en temps, il faisait un discours fleuve, et puis il revenait dans sa tanière. On ne pensait pas qu'il mourrait. Effectivement, on en venait à se dire, en quelque part, on savait qu'il était mortel, oui. Mais on en venait à se dire, ça arrivera jamais, il est là depuis toujours, il est là, regardez, ça allait presque faire 60 ans de règne. Et c'est long. Hey, c'est gigantesque. Regardez combien de présidents américains il y a eu passer, on pourrait les compter, là. Ça serait pas... Il y a eu Kennedy, c'est sous Eisenhower qui est arrivé au pouvoir? Oui. Ensuite, Eisenhower, Kennedy, Johnson, Nixon... Oui, Ford, Reagan, Carter. Reagan, Bush, Clinton, l'autre Bush. Bref, Obama. Mais il n'y a pas eu le temps de voir... Il n'y a pas eu le temps de voir Trump. Oui. C'est tout un parcours, en effet, oui. Et alors, on se disait que... Écoutez, ce type-là a vu autant de présidents américains... Et il a aussi vu le bloc soviétique exploser. Là, il s'est passé des choses. Vous vous souvenez de la crise des missiles de 62? En 62, oui. Regardez, ce type-là se confond avec la légende du siècle. Tout à fait. Vous êtes très hugolien quand vous dites ça. On pensait que quand l'URSS avait explosé à partir de 91, la chute du mur en 89 et plus tard l'URSS en 91, Cuba ne pourrait pas tenir le coup, surtout face à l'embargo, face à ce géant états-unien qui était à quelques encablures des côtes cubaines. On s'était dit que sans la protection du grand frère soviétique, Cuba allait couler. Eh ben non. Mais ça s'est mis à aller très mal aussi. Oui, tout à fait. C'est ce qui a commencé à s'appeler la période spéciale, mais période qui n'était pas si spéciale après 20 ans non plus. Période spéciale voulant dire ça va être plus difficile, vous allez en arracher. Oui. Mais en parallèlement à ça, il y a eu une certaine libéralisation, mais très très minime, par exemple un certain tourisme, par exemple, mais qui est évidemment pas des États-Unis à cause de l'embargo. Oui. Mais ils n'ont pas eu le choix de se concentrer un peu sur ce genre de choses. On appelait ça la Castroïka, je pense, un calque sur la perestroïka. Alors, c'est curieux parce que depuis les années 90, le monde allait vers le capitalisme, la Chine également, tout en étant officiellement communiste. Et alors, on est à une époque d'individualisme généralisé où la consommation règle toutes les névroses et toutes les obsessions possibles et imaginables. Et lui dit non. Oui, pathologique. Et à Cuba, c'est tout à fait l'inverse. Je pense que lui, personnellement, devait vivre les joies de la consommation. Oui. Mais son peuple, non. Non, c'est ça. Mais il y avait cet appel au sacrifice, cet appel à la résistance, socialismo o muerte. Regardez, cet esprit-là de sacrifions-nous. Cette idée de sacrifice collectif. Tout à fait. Autre chose, on aime beaucoup les petites phrases qui vont pogner, qui vont frapper, alors que Castro aimait beaucoup les discours fleuves de 4, 5, 6 heures. Oui, c'est ça. Alors qu'on est dans du règne de la politique spectacle, les petites phrases de communication. Aujourd'hui, c'est les memes sur Facebook. Castro, c'est les discours de 6 heures, comme vous l'avez dit, même qu'il est même déjà chuté de sa tribune il y a un peu plus de 10 ans. On peut voir ça, évidemment, oui. Et le bilan, on va pas faire l'histoire de Castro, évidemment. Il y avait aussi, lui aussi, le don des phrases chocs, lui aussi. Hein. Lors de son procès, par exemple, après l'attaque de la caserne de la Moncada, le premier putsch raté. En 53? Oui. Il avait dit « Condamnez-moi, ça n'a pas d'importance. L'histoire m'absoudra. » Est-ce que l'histoire va l'absoudre? On est là pour en discuter aujourd'hui. C'est nous qui allons l'absoudre ou non. Voilà. On en a le pouvoir, vous et moi, Simon-Pierre Savard-Tremblay. Il y avait une autre phrase, il citait beaucoup Ignace de Loyola. Il avait une formation jésuite, on le dit pas assez, mais il avait été formé chez les jésuites plus jeunes. Donc, il venait pas du tout d'une culture communiste. Même d'ailleurs, le communisme était extrêmement faible à Cuba. Et la révolution, on l'oublie aujourd'hui, n'était pas communiste au Cuba.
Ce n'est que quand les États-Unis ont durci le ton qu'ils essaient de jeter dans les bras des Soviétiques. Oui, parce qu'il y avait eu une espèce d'élan au début. C'était une révolution surtout nationaliste au début, si on pouvait dire. Il y a eu les fermetures de casinos. Ça n'a pas passé aux États-Unis. Évidemment, oui. Mais il y avait une autre phrase d'Ignace de Loyola qu'il citait, c'était quand une forteresse est assiégée, toute dissension ou toute dissidence est une trahison. Donc, du jésuite Loyola, il transforme ça en politique et ça devenu un petit peu une forteresse très assiégée et où il n'y avait aucune dissidence. Et oui, en effet. Bon, ça, c'est là où la formule lui a souri, si on peut dire. En effet, oui. Faisons quand même le bilan positif. Il y en a du négatif, mais il y a aussi du positif dans le castrisme. Qu'est-ce qu'on peut dire? Il y a toutes sortes de choses, par exemple, au niveau de la recherche biotechnologique, notamment, ça allait très bien. La sécurité sociale a été établie pour tous. Oui. La richesse des uns a arrêté de choquer les autres parce qu'une relative égalité a été mise en place. Relative, vous dites bien, oui. Relative égalité, oui, quand même. Aussi, sur le plan de la fierté nationale, c'est pas négligeable parce que Cuba n'était plus le bordel de l'Amérique, c'était plus ce lieu où les riches touristes américains allaient jouer au casino, allaient profiter de la prostitution. Donc, une certaine fierté a été rétablie. Ce n'est pas négligeable. C'est pas négligeable, Simon-Pierre. Il y avait quand même le phénomène des jineteras à Cuba. C'était les escortes dans les dernières années. Oui, mais qui est revenu, c'est ça. Qui est revenu. Mais qui, pendant plusieurs décennies, n'était pas vraiment là. N'était plus, tout à fait, oui. Et puis, mais aussi, évidemment, la question de la santé et de l'éducation dont on parle beaucoup. En santé, système exemplaire et pourtant une part très faible du budget est consacrée au système de santé cubain. Par exemple, infiniment plus faible en proportion que les États-Unis le font, par exemple. À tel point que Cuba exportait ses médecins en Afrique, en Amérique latine également. Oui, bien, l'entente avec le Venezuela, par exemple, pétrole contre médecins. D'ailleurs, à partir du moment où, en 2013, le pétrole s'est mis à moins bien aller, ça a rendu plus difficile ce commerce-là, d'ailleurs. J'imagine, oui. Mais Simon-Pierre, il y a quand même quelques ombres au tableau, parce qu'un médecin à Cuba gagnait beaucoup moins qu'un guide touristique. Un médecin faisait en moyenne à peu près $30 par mois. Vous alliez dans les pharmacies à La Havane ou ailleurs pour trouver des pilules, des aspirines, c'était la croix et la bannière aussi, je pense. Oui. Donc, il y a aussi une petite ombre là-dedans, non? Oui, il y a une petite ombre là-dedans, sauf qu'il reste que c'est une population d'ailleurs aussi, puis si on veut nuancer également, c'est une population beaucoup plus jeune que les États-Unis, par exemple. Effectivement, oui. Donc, mais il reste néanmoins que les progrès ont été extraordinaires dans ce contexte-là. Et en éducation aussi. En éducation. Écoutez, taux d'alphabétisation, pardon. Ouais, on a de la misère aujourd'hui, mes excuses. En espagnol, ça ira mieux. Alphabétisation. Alphabétisation. Alors, le taux d'alphabétisme est de quasi 100%. Et ça, c'est gigantesque parce que sous Batista, avant, c'était minoritaire. À ce point? Oui, c'était minoritaire. Et puis, les campagnes d'alphabétisation-là, en question, ont même inspiré l'UNESCO. Ça a été des progrès extraordinaires, des progrès remarquables. Par contre, ombre au tableau aussi, qui n'est pas une nuance négligeable, comment peut-on parler d'un système d'éducation parfait si autant de livres sont interdits? Oui, il y avait une censure. Dans tous les pays communistes, il y avait une censure absolument épouvantable. Parce qu'il faut le dire, Cuba était une dictature. On ne peut pas le nier. Malgré les progrès qui ont été faits, c'était une dictature. Même Justin Trudeau l'a compris et l'a admis. Ça a pris quelques jours, mais il a fini par le comprendre. Il est arrivé vraiment à la lumière. Mais lui, dans son cas, je comprends l'affection qu'il pouvait ressentir pour Fidel Castro, parce qu'un dictateur qui fait arrêter des poètes, ça lui rappelle son père. Alors justement, tiens, ça m'intéresse, ce point-là, Simon-Pierre, ça va trembler. Il y a beaucoup de nationalistes québécois qui vont faire un parallèle entre la façon dont les poètes ont été traités ici avec la crise d'octobre 70 et la façon dont Castro les arrêtait. Est-ce qu'il y a un parallèle à faire entre Castro et son peuple et Ottawa et le peuple québécois? Ben, ce qui est ironique, c'est que Castro avait une amitié pour Trudeau père. Le père, oui. Qui était telle qu'il s'est même rendu aux funérailles de Pierre-Éliott Trudeau. Il l'a consolé, il a pris Justin dans ses bras à ce moment-là. Il a même porté la bière. Ah, ça, c'est possible. Pas la bière cubaine, la bière qui transportait le corps du père. Ah oui. Non, je savais pas. Oui, je pense que oui, j'ai vu des photos de ça. Je pense que... Mais il faut que je vérifie ça. Paradoxalement, le FLQ qui a causé la loi sur les mesures de guerre, qui a entraîné ça, le Front de libération du Québec, lui aussi était d'inspiration cubaine à bien des égards, s'inspirait de ces combats-là. Algérie, Cuba, ce genre de foyer-là révolutionnaire qui était ouvert un peu partout. Est-ce que là, l'amitié entre Castro et Trudeau n'était pas plutôt... Vous savez, il y a un proverbe arabe qui dit que l'ennemi de mon ennemi est mon ami.
Oui, ben, il aimait faire son Trudeau voulait aussi mais... faire la nique à Nixon à l'époque. C'était Nixon qui était président, non? Il voulait faire son provocateur avec les États-Unis. Il était même allé en Chine rouge, il en était fier. Avant Nixon? Mais ce n'était pas un communiste, pour autant Trudeau. Là. Ce n'était pas, même pas un socialiste. Tous ses principes de jeunesse, alors qu'il était socialiste et même indépendantiste un temps, il les a laissés très loin derrière lui. Là. Donc son amitié pour Castro, c'était vraiment une amitié fondée ou c'était un... Bon, ben, tous les deux, on déteste les États-Unis. Hein? Oh, c'est dur à dire, mais il a construit en partie sa légende avec ça. Hein, l'espèce de côté provocateur, contre-culturel comme ça, de je m'en vais voir les rebelles. Il a construit un peu sa légende comme ça, Trudeau. Et deux formations... Ça et ses pirouettes devant la reine. Là, ça fait partie du personnage. Là. Tout à fait, oui. Les deux, d'ailleurs, avaient une formation jésuite. On en a parlé de Castro, mais également Trudeau qui a fait Brébeuf. Bon, on a parlé de la censure des livres propres à bien des régimes communistes. Le passif de ces années Castro a été extrêmement lourd. Et ça, beaucoup de gens qui adulent Castro ne veulent pas le voir. Et inversement, les gens qui détestent Castro ne veulent pas voir les bons côtés. Je veux dire, les avis on pouvait le voir le jour où, le samedi matin, alors qu'on nous a appris la mort de Castro la veille, là, le samedi matin, mon fil Facebook était vraiment divisé entre ceux qui voyaient un ange et ceux qui voyaient un démon. Là. Et donc, il n'y a que vous et moi. Pour la nuance. Il n'y a que vous et moi qui sachions naviguer entre les deux. Il n'y a que vous et moi, JPT. Mon Dieu, des heureux élus, on n'est que deux, c'est merveilleux. Oui, alors le négatif, il y a détention arbitraire, les poètes, les artistes, les journalistes, les opposants. Il n'y a eu qu'un seul parti, hein, sous Castro. Oui, absolument, le Parti communiste. Donc, et je répète, un parti communiste qui était minoritaire avant la Révolution, qui était marginal. Après la victoire révolutionnaire, c'est un nouveau parti communiste qui est créé. Alors que jamais il y a eu d'engagement communiste pendant la Révolution. Effectivement. Mais alors... D'ailleurs, ça n'aurait pas passé si ça avait été le cas. Beaucoup de Cubains donc, ont vécu sous une chape étouffante complètement, à tel point que quand, je crois que c'est le frère de Raoul qui avait un peu libéralisé les voyages des Cubains, il y a des centaines de milliers de Cubains qui ont pris les radeaux et ont bravé les requins pour aller se rendre aux États-Unis. À Miami, oui. Ça en disait long sur l'état de morale, le découragement de la population. Absolument, absolument. Non, mais regardez, même, je crois, le plus grand partisan de Fidel Castro reconnaîtra que les conditions de vie n'étaient pas faciles à Cuba. Le problème, c'est que ce n'était pas seulement l'embargo. L'embargo, c'était criminel, c'était meurtrier, mais ce n'était pas seulement l'embargo qui entrait en ligne de compte. Les choix économiques du régime, par exemple, au début des années 60, de tout miser sur la canne à sucre uniquement, c'est une erreur d'ailleurs qui a été reconnue par le régime récemment. Quand on mise uniquement sur la canne à sucre, c'est-à-dire que industrialisation zéro. Ben écoutez, même Fidel Castro se rendait, parce que c'était lui aussi un génie du marketing, il se rendait devant les caméras de télévision avec sa ration déjà coupée d'avance en disant « Regardez comment on travaille fort. » là. Il y avait aussi un côté Trudeau, je reviens à ça de chez Castro, c'est que Castro voulait être le meilleur récolteur de sucre. Donc je pense qu'il avait participé à une découpe de canne à sucre pour être le... Ça avait dû être arrangé le gars des vues, j'imagine. Probablement, oui. Comme le stakhanovisme en URSS. Exactement. Et donc à la fin de la journée, Castro a tant de boisseaux, comme je sais pas, de Milo, comme je sais pas quelle est la mesure pour la canne à sucre. Il avait remporté le concours du plus grand coupeur de canne à sucre. Il y avait un côté aussi... Trudeau avait un côté comme ça, pas pour la canne à sucre ni sirop d'érable, mais pour les exploits personnels, se dépasser tout le temps. Pour donner l'exemple aussi en même temps. Pour donner l'exemple, les deux se ressemblaient beaucoup à ce... Et comme vous savez, Castro, dans son discours de victoire en 1959, début de la légende, la légende avait peut-être commencé, mais une colombe s'en va se poser sur son épaule au moment de son discours. Dis donc, imaginez l'image. Et la colombe, c'est l'Esprit Saint. En plus, imaginez un petit peu. Un autre truc, Castro était nourrissait des sentiments très sympathiques de la part de Francisco Franco, le dictateur espagnol. Tout à fait, parce que les deux étaient de sang galicien. La Galice, c'est cette région au nord-ouest de l'Espagne. Les deux, il y avait un côté qui transcendait complètement les options politiques diamétralement opposées de l'un et de l'autre. Hein. Il y avait un genre de sympathie. Oui, parce que Franco a vaincu les communistes, a vaincu la gauche tout à fait. Plus large. Mais il y avait le bon sang ne saurait mentir, comme on dit en français. Je veux dire, il y avait le côté mes origines sont de la Galice. Idem pour Castro, donc ça c'était encore plus fort que les programmes politiques ou les idéologies. Oui, probablement. Quand dans le cas de Franco, on parlait d'un nationaliste espagnol. Donc c'est évident que les racines devaient avoir une part importante dans ses choix, dans ses conceptions. Là.
Revenons au communisme de Castro, et vous le dites très bien parce qu'on s'inspire de votre blog du Journal de Montréal, Simon-Pierre Savard-Tremblay. Fidel Castro ne s'inspirait pas tant de Lénine, de Karl Marx ou de Friedrich Engels, mais davantage de José Martí. Oui, ça, il le citait souvent. Puis même d'ailleurs, dans son plaidoyer, dans son long discours improvisé devant la cour lorsqu'il était jugé en 1953, il n'a pas cité de grands penseurs communistes. Il citait Rousseau, il citait, vous voyez, il citait pas d'intellectuels qui sont associés au socialisme marxiste là, du tout. Ce n'est qu'une fois au pouvoir que soudainement, il s'est découvert une sympathie pour le RSS. Suite à l'embargo aux États-Unis des années 61-2, je pense, non? Je dirais que ça avait... Ça pourrissait déjà un petit peu avant? C'est-à-dire que Fidel Castro s'est d'abord rendu aux États-Unis. Il a été rencontré, il était à New York notamment, il a été rencontré, mais c'est un accueil très froid quand même. C'est un accueil très froid. Et vous connaissez la suite, baie des cochons, crise des missiles qui scelle définitivement l'alliance entre URSS et Cuba. Bien que d'ailleurs, vous savez, Fidel Castro et Che Guevara ont senti qu'ils s'en étaient fait passer une avec ça. Ah bon, vraiment? Parce que si je ne m'abuse, c'est sous toute réserve, c'est vague dans ma tête, mais si je ne m'abuse, ils ont appris comme tout le monde que les missiles étaient retirés. Ils n'ont pas été consultés là-dedans. Ils n'ont pas été consultés dans cette négociation-là. Puis même Che Guevara, à l'époque, avait dit on aurait dû envoyer la bombe nucléaire, on aurait enterré les impérialistes. Castro et Che Guevara étaient très prêts à lancer une troisième guerre mondiale et heureusement, en un sens que Khrouchtchev, qui était le secrétaire du Parti communiste en Russie, a eu plus de sagesse et il a été, on ne le dit pas assez, mais on lui a tordu le bras, c'est Jean XXIII. Il lui avait un petit peu tordu le bras. Et les deux, le numéro 1 du Vatican et le numéro 1 de la Russie soviétique, s'étaient reconnus comme deux fils de paysans. Encore une fois, en deçà des croyances ou de l'appartenance idéologique ou religieuse, c'était d'abord des fils de paysans. José Martí, c'est intéressant parce que vous savez, c'est lui qui a fait les paroles de la chanson Guantanamera que tout le monde chante. Joe Dassin l'a chanté et c'était lui. Alors, c'est vraiment un type d'intellectuel, homme politique, un nouveau Simon Bolivar, si vous voulez, de l'Amérique latine. Oui, justement, quelque chose de très latino-américain là-dedans, un phénomène très enraciné là-dedans. Tout à fait. Puis Fidel Castro était un peu l'incarnation de ça. Fidel Castro, qui est très différent de Che Guevara, par exemple. Fidel Castro est un leader nationaliste qui souhaite avant tout redonner la justice à son peuple. Che Guevara, lui, c'est un idéologue. Lui, il pense à créer le socialisme, à le multiplier et à renverser le capitalisme dans le monde. C'est pas la même logique qu'il Che Guevara, c'est un petit peu le Robespierre, je dirais. En plus, alors encore une fois, avec Che Guevara, il y a des gens qui l'adulent, c'est le nouveau Christ. Il y a un côté christique, n'est-ce pas? Éternellement jeune, mort dans sa jeunesse, assassiné en Bolivie, etc. Et Castro, le vieux de la politique. Mais il y a des gens qui le détestent et des gens qui l'adorent. Alors que Che Guevara était aussi un sanguinaire. Quand il dirigeait la Cabagne, beaucoup plus que Castro, du reste. Il dit, parce qu'il n'y a aucun pragmatisme qu'il y avait chez Castro. Exactement. Che Guevara est quelqu'un qui était très, très fanatique. Et d'ailleurs, que serait aujourd'hui Che Guevara s'il n'avait pas eu une belle gueule qui a fait en sorte qu'il a été récupéré par la société du spectacle? Alors qu'il y avait des révolutionnaires beaucoup plus convaincus, beaucoup plus idéalistes. Lui était très idéaliste, mais il y avait des révolutionnaires beaucoup moins violents, beaucoup moins fanatiques, comme Camilo Cienfuegos, qui était dans la cohorte. Dans le Gran Manon, dans le yacht qui a débarqué à Cuba. Qui est mort dans un accident d'avion. Oui. Accident arrangé, je ne le sais pas. Est-ce que c'est un véritable accident? On fera notre chronique là-dessus. C'est un peu comme Lin Piao en Chine sous le régime Mao. On ne saura jamais trop ce qui s'est passé, mais il y a anguille sous roche par rapport à ça. Mais Che Guevara, par exemple, s'il n'avait pas eu ce style pouvant plaire aux jeunesses qu'on pourrait dire post-68 à devenir sur tous les posters, sur tous les chandails, qu'en resterait-il aujourd'hui de cette légende? Peut-être pas grand-chose, je suis probablement. Simon-Pierre Savard-Tremblay, merci infiniment pour ces propos sur Fidel Castro et le bilan donc, de ce régime, un bilan en demi-teinte comme vous avez fait, donc beaucoup de positifs, beaucoup de négatifs, on essaiera de le faire. L'histoire l'absoudra ou pas, on le verra. Absolument. C'est donc la fin de cette émission. Demain, quel bénévolat pour Noël et qu'est-ce que l'intracrinologie? Je ne le sais pas. À la régie, Daniel Fortin, ici Jean-Philippe Trottier, je vous invite à rester à l'antenne de Radio VM et moi, je vous dis à demain.